Bonjour, je m'appelle Étienne Pateau, je suis professeur de droit privé à l'Université de Paris 1, l'école de droit de la Sorbonne. Alors mon métier d'enseignant-chercheur est un métier qui est très, je crois, intéressant dans la mesure où les deux activités d'enseignement et de recherche sont deux activités qui se nourrissent fortement l'une de l'autre. Et en ce qui me concerne, c'est tout à fait frappant parce que l'évolution de mes enseignements a vraiment correspondu et m'a aidé dans l'évolution de ma recherche. Mes premiers enseignements étaient des enseignements plus classiques de droit privé, des enseignements de procédure civile, de droit civil, de droit international privé évidemment. Et progressivement, mon intérêt pour le droit de l'Union européenne m'a conduit à revendiquer les hasards c'est pas toujours revendication, mais c'est aussi les hasards des cours disponibles dans les universités m'ont conduit à m'intéresser à des questions qui étaient plus spécifiquement des questions de droit de l'Union européenne. L'exemple, je crois, le plus frappant de cela, c'est le fait d'avoir été chargé très tôt dans ma carrière d'un cours de droit social de l'Union européenne. Droit social de l'Union européenne, qui était une matière qui m'était à peu près parfaitement étrangère. Alors j'en avais fait un peu dans ma thèse de doctorat, notamment parce que je m'étais intéressé à la question qui est toujours, 20 ans après, toujours aussi controversée, qui était la question du détachement de travailleurs salariés. J'ai fait ma thèse au moment où la directive de ce détachement venait d'être adoptée et j'avais m'étais intéressé à cette directive parce qu'il s'agit très clairement d'une directive de droit international privé. Mais c'était vraiment un tout petit aspect du droit social de l'Union européenne. Et en travaillant les questions de l'Union européenne, en travaillant les questions sociales de l'Union européenne, eh bien, j'ai découvert ce monde du droit social de l'Union européenne. Et puis plus largement, évidemment, je me suis familiarisé avec le droit de l'Union européenne. Et là, il y a vraiment, je crois, des allers-retours qui ont été très, très forts entre la recherche et l'enseignement, puisque c'est comme ça que progressivement je me suis intéressé, j'ai ouvert un peu le champ de mes intérêts en matière de recherche, notamment aux questions sociales, alors de droit international privé au sens classique de loi applicable et de compétences juridictionnelles en matière de droit du travail, mais d'une façon plus générale à la question de l'articulation des normes en matière sociale, que ce soit au sens du droit international privé le plus strict, mais aussi au sens un peu plus général, qui est celui du droit de l'Union européenne, ou même parfois du droit social, qui doit articuler des normes très différentes. Et ce sens plus général m'a permis, je crois, enfin m'a nourri en tout cas, nourri très fortement ma recherche. D'abord, j'ai jamais cessé de m'intéresser au droit international privé au sens le plus classique. Et de ce point de vue-là, l'apport de droit de l'Union européenne a été très fort, puisque c'est au cours des années 2000 qu'ont été rendus des grands arrêts qui ont fait beaucoup de bruit en matière de droit international privé de la famille, et notamment le fameux arrêt Grünkin-Poll, dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui était en matière de nom de famille, et qui, en matière de nom de famille, en obligeant l'Allemagne reconnaître un nom de famille qui avait été donné à un enfant allemand au Danemark, a obligé à une très profonde réflexion méthodologique en droit international privé. Et là, c'était vraiment l'articulation des concepts fondamentaux du droit international privé et du droit de l'Union européenne qui conduisait donc à ce renouvellement qui me semblait, et qui me semble toujours d'ailleurs, très, très intéressant du droit international privé. Alors cet arrêt et bien d'autres ont donné lieu à un immense débat en Europe sur la question de l'extension de la méthode de la reconnaissance en matière de droit international privé, sur lesquels j'ai pas mal écrit, pas mal réfléchi, ces questions qui m'ont toujours beaucoup intéressé, notamment à travers le droit de la famille en particulier, mais pas uniquement. Mais je pense quand même que c'est un point particulièrement intéressant, disons, parce que c'est vraiment le droit international privé le plus traditionnel, le droit international privé de la famille, et on voit bien comment le droit de l'Union européenne l'a modifié progressivement. Un deuxième axe important de ma recherche, c'est, je vous le disais, les questions sociales. Alors là, les raisons sont peut-être un peu différentes, c'est des raisons
qui sont d'abord un intérêt général pour les questions sociales, un intérêt citoyen à nouveau pour les questions sociales, qui depuis toujours m'intéresse plus particulièrement. Mais il y a un autre intérêt peut-être un peu plus théorique, un peu plus académique, qui est que je me suis vite rendu compte que les questions sociales en droit international privé le droit international privé plutôt était assez mal outillé pour saisir les questions sociales, au-delà de la question très traditionnelle et très importante, mais qui n'est pas unique, de la loi applicable et de la compétence en matière de contrat de travail. La question sociale ne s'arrête pas du tout à ces questions de loi applicable et de compétences en matière de contrat de travail. Il y a énormément de questions qui sont des questions de relations collectives de travail, qui sont des questions de sécurité sociale, qui sont des questions d'action collective en matière sociale. Et à nouveau, je me suis rendu compte d'une part que le droit international privé n'était pas très bien outillé pour réfléchir à ces questions, et qu'en revanche, il se passait des choses très intéressantes et très importantes, à mon avis, du côté de l'Union européenne. Et ce croisement entre les questions sociales et de droit international et les questions de l'Union européenne, du droit de l'Union européenne, m'ont conduit à essayer de réfléchir un peu plus en profondeur, alors sur différents sujets, sur le comité d'entreprise européen, par exemple, sur lequel j'ai un peu écrit, ou plus généralement, c'est le cours que j'ai fait à La Haye, qui est en cours de rédaction, sur l'internationalisation du droit social, l'internationalisation du droit social, qui est, je crois, une question aujourd'hui très importante, et dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de la globalisation des échanges économiques, une question que je crois absolument essentielle. Le troisième axe de ma recherche, qui là nous éloigne progressivement du droit international privé pour s'approcher plus du droit de l'Union européenne, c'est la citoyenneté européenne. À nouveau, le chemin a été parcouru doucement, parce que en partant de Grünkin-Poll, de cet arrêt dont on parlait il y a un instant, donc je me suis rendu compte que c'était bien sur le fondement de la citoyenneté européenne qu'on utilisait de nouvelles méthodes de droit international privé. Et ça m'a conduit à m'interroger de façon un peu plus précise sur ce qu'on entendait exactement par citoyenneté européenne. Parce que citoyenneté européenne, c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers pour justifier tout ou son contraire, mais qui pourtant a un contenu juridique très précis. Et ça me semblait très intéressant d'explorer plus attentivement ce contenu juridique très précis. Et alors là, j'ai eu la chance de pouvoir confier la chronique de citoyenneté européenne à la revue trimestrielle de droit européen, chronique que j'occupe, chronique annuelle que j'écris maintenant depuis 6 ou 7 ans, et qui m'a permis d'approfondir ces questions de citoyenneté européenne, tout en continuant à toucher soit au droit international privé classique, avec des arrêts sur le droit de la famille, par exemple, soit aux questions sociales, puisque un des aspects très très importants de la citoyenneté européenne, c'est la possibilité d'accéder à la protection sociale de l'état d'accueil lorsqu'on est un citoyen mobile. Les conseils aux jeunes chercheurs, c'est pas très facile. Un premier conseil qui, je crois, est absolument essentiel pour qui s'intéresse aux questions européennes et aux questions internationales, c'est de lire le plus possible de la doctrine étrangère. Ça, je crois que c'est quelque chose de très très important, et que j'ai parfois un peu regretté dans la doctrine française, et qui m'a fait m'éloigner disons, du droit privé dans son cœur le plus traditionnel. J'ai un appétit pour le droit comparé, et cet appétit-là me semble absolument essentiel pour, dans le monde d'aujourd'hui, réfléchir, et particulièrement réfléchir aux questions européennes et internationales. Deuxième conseil, mais ça c'est peut-être un conseil plutôt pour les jeunes doctorants, qui est un conseil que j'ai l'occasion de répéter relativement régulièrement, c'est de lire énormément. Je crois que les années de formation doctorale, d'expérience, sont des années qui sont des années inoubliables du point de vue de la culture juridique qu'on se constitue. Et du coup, je conseillerais beaucoup de lire, y compris des choses éloignées de la thèse. Je pense que c'est très important de se constituer à ce moment-là une
culture générale importante, de lire de la théorie du droit, de lire de la sociologie du droit, de lire de la politique, de lire des choses qui ne sont pas en dehors qui sont en dehors du sujet au sens technique du terme, puisqu'évidemment le droit est une science appliquée, donc il ne s'agit pas non plus de faire autre chose que son sujet de thèse. Et je crois que ça c'est très très important de garder l'esprit ouvert, attentif à ce qui se passe en dehors du droit et en dehors de la France.